Patrice Geoffron, professeur d'économie à l'Université Paris-Dauphine, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières. C'est à vous. Si vous êtes là, c'est que vous partagez des préoccupations, des interrogations relatives à notre avenir énergétique et évidemment à la dimension qui est cachée juste derrière, qui est celle du changement climatique. Le monde qui est derrière nous est un monde dans lequel finalement on a empilé des ressources fossiles et si on est, ce qui est le cas ici à la maille mondiale, finalement on n'a rien substitué à rien et on a plutôt additionné. Et donc aujourd'hui on utilise au niveau mondial évidemment parce qu'on est beaucoup plus nombreux qu'au début de cette histoire en 1800, on utilise plus de biomasse que ça n'était le cas en 1800 et puis on s'est mis à utiliser du charbon, on en utilise plus aujourd'hui que jamais. Et du pétrole, le raisonnement vaut également, et du gaz, et puis un certain nombre de choses tout en haut qui ont un caractère décarboné, mais la première observation, c'est que finalement, la représentation qui est ici est à la fois le produit de notre histoire, interprétée par un économiste à ce stade de la réflexion, on pourrait considérer tout simplement qu'il s'agit d'une formidable réussite, parce que derrière tout ça, on a un PIB mondial, donc la manière de mesurer la richesse créée chaque année, qui est à peu près 100 fois plus élevé aujourd'hui qu'il y a 2 siècles, et puis une population mondiale qui est à peu près 10 fois plus élevée. Si on traduit tout ça à nouveau dans des termes économiques, eh bien on observe que cette période, c'est une période durant laquelle vous avez ici la mesure de la croissance des consommations énergétiques et qui aujourd'hui à plus de 80% reste en termes d'énergie primaire carbonée, vous avez l'enchaînement du décollage industriel dans l'ouest de l'Europe. Donc les premiers pays à avoir émergé, dont nous sommes, sont des pays qui ont émergé finalement avec des recettes qui ne sont pas très différentes des recettes qui sont utilisées à l'heure actuelle par les pays dits émergents. La pollution à l'heure actuelle à Shanghai ou à New Delhi, eh bien, elle a une composition qui ne diffère pas nécessairement de celle de Londres de Dickens au XIXe siècle. Finalement, le mode de vie ouest-occidental a été diffusé assez largement et avec tout récemment une émergence notamment de classes moyennes dans ces pays émergents. Et ces classes moyennes ont finalement une transition assez logique qui conduit à adopter des modes de vie qui ne sont pas très différents d'une autre en ayant accès à des services de mobilité, des services de production de froid, par exemple, qui n'avaient rien d'évident dans leur environnement il y a quelques années et qui sont en train de le devenir. Alors évidemment, un bémol déjà à ce stade, ce qui est évident pour les classes moyennes indiennes, chinoises, et puis pour celles des pays de l'OCDE, ne l'est pas partout au monde. À l'heure actuelle, nous avons à peu près 860 millions de personnes qui, au niveau mondial, n'ont pas accès du tout à l'électricité, dont 600 millions en Afrique. Donc nous avons contracté une dette de carbone. Gardons à l'esprit que nous ne sommes pas tous égaux relativement à cette histoire. Vous avez ici une représentation qui est assez classique, vous connaissez ce principe, on déforme une carte par rapport à la représentation en termes de surface relativement à une variable, et ici la variable qui a été prise en considération, c'est celle du CO2 qui a été émis au 19e siècle et au 20e siècle. Et donc il est important de regarder qui a créé de la richesse en émettant du CO2. Et donc nous, Français, par exemple, occupons une surface qui n'est pas très différente de celle de l'Inde. Voilà, donc ça donne une petite idée, on va parler un peu plus loin de l'accord de Paris, de la manière de le mettre en œuvre, ça donne une petite idée des responsabilités, donc de la manière de prendre sa part dans l'effort en termes d'efforts de réduction des émissions de CO2, mais également d'efforts de financement. Il est prévu dans l'accord de Paris un transfert des pays les plus riches et responsables, y compris la Chine, vers les pays les plus fragiles, notamment les pays d'Afrique subsaharienne, de 100 milliards de dollars par an. Et donc il est important naturellement de déterminer quels pays sont engagés dans l'accord de Paris et donc sont disponibles pour participer à ce financement. Et de ce point de vue, les États-Unis d'un côté sont sortis de l'accord, de l'autre côté, certains de ces États, donc c'est New York, c'est la Californie, etc. Mais si vous faites la somme de ces États, vous avez en termes de PIB la troisième nation du monde en quelque sorte, eh bien reste encore engagé dans cet accord collectif en tentant d'en préserver l'esprit et la lettre. Mais préserver
l'esprit et la lettre, eh bien, c'est accepter de se contraindre. Il faut se figurer au fil du temps le volume de consommation d'énergie qui a été requis. Si on remonte non pas aux origines en 1800, mais simplement il y a à peu près un siècle, eh bien, on consommait 1500 millions de tonnes équivalent pétrole. À l'heure actuelle, nous sommes à 10 fois plus. Et au-devant de nous, nous avons une progression, encore une fois, simplement dans les 20 ans à venir, qui pourrait être une progression de l'ordre de 20 à 25%. Faire l'effort pour rester dans un monde qui est un monde sous contrôle va devoir nous confronter, donc là c'est une vision d'économiste, à des risques dits de transition qui sont liés finalement à tout le capital qu'on a constitué au fil du temps auparavant et qui s'est constitué finalement dans un monde dans lequel on crée de la richesse en émettant du CO2 et aller vers un monde dans lequel on se met à créer de la richesse en émettant de moins en moins de CO2, eh bien ça va laisser derrière nous du capital. Et donc, ces risques de transition, il va falloir parvenir à les repérer, à les comprendre. Alors, par exemple, les risques de transition, on en a observé certains en France au cours de cette dernière année avec le mouvement des Gilets jaunes. Ce mouvement des Gilets jaunes, si on en regarde l'origine est liée à une taxe carbone. Eh bien, cette taxe carbone, c'est une taxe alors, qui a été votée à l'unanimité à l'Assemblée, etc., et qui faisait consensus, mais qui, dans ses conditions de mise en œuvre, surtout pour un grand pays comme la France, qui, plus que la plupart de ses voisins, nécessite de la mobilité, eh bien, s'est trouvé face à des difficultés de mise en œuvre. Parce que cette taxe qui a été mise en œuvre en 2014, elle a augmenté, et elle avait vocation à augmenter très fortement jusqu'en 2030. Et puis cette taxe, elle était posée sur un baril de pétrole dont le prix nous échappe. Mais cette situation, eh bien, elle relève précisément de cette question des risques de transition. Parce que les risques de transition, c'est ce qui va peser, par exemple, sur les centrales à charbon allemandes qui étaient mises en œuvre pour fonctionner jusqu'en 2050, 2060, peut-être plus pour certaines d'entre elles, et qui vont devoir arrêter de fonctionner en 2038. Donc à ce moment-là, il y a de la casse économique. Donc voilà à peu près, en tout cas traduit par un économiste, l'évolution du monde. Et par rapport à la question changement climatique, le problème, c'est celui des conditions dans lesquelles on a contracté cette dette de carbone et des conditions dans lesquelles nous allons devoir les rembourser à partir de maintenant. Donc le défi, finalement, c'est d'inventer un nouveau modèle économique mondial dans lequel il s'agit de créer de la richesse en émettant moins de CO2. Alors la représentation qu'on peut en avoir est assez impressionnante. L'accord de Paris, lorsqu'on évoque l'accord de Paris, très souvent, on se réfère simplement à des objectifs en termes de température à la fin du siècle. Mais on a du mal à se figurer la nature de l'effort que ça représente. Eh bien, la nature de l'effort, elle est représentée ici. Vous avez sur la partie gauche des tonnes de CO2, et donc aujourd'hui, nous émettons à peu près de l'ordre de 35 milliards de tonnes de CO2. Et l'échelle qui est en bas, c'est l'échelle du PIB mondial. Donc la manière, je continue à filer mon raisonnement, la manière de mesurer la création de richesse. Et donc, l'objectif de l'accord de Paris, si nous voulons maintenir la température entre 1,5 degré et 2 degrés, donc ce qui est inscrit dans les termes de l'accord de Paris, eh bien ça va supposer de casser l'ancien modèle de création de richesse et d'aller vers ce nouveau modèle. Et pour avoir simplement un ordre de grandeur sur l'effort, eh bien ça supposera d'être entre 5 et 10 milliards de tonnes de CO2 émises en 2050. Et en fait, c'est le niveau de 1950. C'est le niveau de 1950. Donc ça veut dire qu'en 2050, il faudra brûler autant de carbone qu'en 1950, alors qu'en un siècle, le PIB mondial aura été multiplié par 10. Donc ça va demander un effort d'efficacité absolument extraordinaire, et tout en ayant à l'esprit que ce n'est pas du tout la direction dans laquelle nous allons pour l'heure. Alors, ici, vous avez exactement la même histoire, mais représentée à hauteur d'homme. Donc ici, vous avez en ordonnée à gauche le CO2 émis par habitant, par grande zone, et puis en bas, vous avez le PIB par habitant. Donc c'est la même histoire que précédemment, sauf qu'on est par habitant et non plus globalement à la maille mondiale. Et là, on voit apparaître des choses intéressantes. Par exemple, pour chaque Américain en moyenne,
mettre en œuvre, s'inscrire dans la trajectoire de l'accord de Paris, ça signifierait passer d'à peu près 15 tonnes de CO2 à 10 tonnes entre le milieu de cette décennie et 2030. Et donc sur une soixantaine d'années, avoir fait un effort qui correspond à la division par 2 des émissions de CO2, 20 tonnes et 10 tonnes. Pour les Européens qui sont déjà assez vertueux et qui se sont engagés depuis une bonne dizaine d'années maintenant, eh bien ça signifierait descendre jusqu'à peu près 5 tonnes. Les Français sont déjà pas loin de 5 tonnes, et puis les Japonais ont leurs propres difficultés depuis Fukushima, on va les laisser de côté pour l'heure. Mais l'essentiel, en fait, se joue ailleurs. L'essentiel se joue dans les pays qui sont sur la trajectoire de décollage, et donc avec différentes questions. Est-ce que la Chine va décoller jusqu'à tendre vers le modèle américain ? Alors, ce qui paraît évidemment peu probable, et pour la planète et pour les Chinois eux-mêmes, parce que l'enjeu, dans le cadre de l'accord de Paris, c'est que les Chinois inversent leur courbe des émissions de CO2 avant 2030, c'est leur engagement, et ça pourrait aboutir, concernant chaque Chinois, au fait d'avoir finalement une maturité de leur modèle énergétique assez tôt, et donc de faire leur propre transition, ramassée sur quelques dizaines d'années, alors qu'il nous aura fallu à peu près 2 siècles. Mais l'essentiel de l'essentiel est encore ailleurs, et c'est caché en bas à droite. J'étais il n'y a pas très longtemps en Guinée. Un Guinéen émet 0,5 tonnes de CO2. Pour la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, évidemment, on ne va pas demander de consommer, d'émettre moins de CO2. C'est pas possible. Moins, c'est pas possible. Donc l'enjeu, c'est de parvenir, et ça vaut aussi pour l'Inde, en tout cas pour le bon milliard d'Indiens qui ne relève pas des classes moyennes. Eh bien, l'enjeu, c'est de parvenir à sauter la case du charbon et du fioul et à passer de la biomasse, donc d'usage traditionnel de l'énergie, à d'usage postmoderne de l'énergie, notamment avec du solaire photovoltaïque ou d'autres solutions, mais sans passer par la case du charbon. Donc on comprend la nature du défi, et on comprend d'ailleurs les termes de l'accord de Paris, parce que les 100 milliards de dollars dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui représentent tout de même une sacrée somme, d'autant que c'est 100 milliards de dollars par an, et dans les termes de l'accord de Paris, c'est appelé à croître, c'est destiné à financer cette transition en Afrique subsaharienne ou en Inde sans passer par la case du charbon. Or, la bonne nouvelle, c'est que les solutions existent, on les connaît, on a grosso modo 3 tiers qui ne sont pas totalement égaux, mais on peut résumer les choses de la manière suivante. Premièrement, il y a un très gros tiers qui est un tiers d'efficacité énergétique. Donc l'efficacité énergétique, très simplement, c'est délivrer le même service in fine en mettant à l'intérieur du dispositif technique en question moins d'intrants énergétiques. Donc par exemple, c'est un véhicule qui brûle 4 litres au 100 km plutôt que de brûler 8 litres. Vous avez un bon tiers également qui est un tiers lié aux renouvelables. Donc derrière les renouvelables, évidemment, il y a les nouveaux renouvelables qu'on a à l'esprit, donc le photovoltaïque qui est, j'allais dire, la nouvelle star dans ce portefeuille de technologie. Alors la nouvelle star au sens où les coûts de production du photovoltaïque sont plus bas aujourd'hui que tout ce qu'on pouvait imaginer dans les scénarios de l'année 2010 et dans lesquels on se projetait sur l'ensemble de la décennie. Donc évidemment, ça donne beaucoup d'espoir. Et ça donne en particulier beaucoup d'espoir pour l'Afrique et l'Inde et d'autres parties du monde, parce que ça permet d'imaginer des nouveaux modèles dans lesquels, au lieu de bâtir des grands réseaux, on va commencer par créer à l'échelle d'un village ou même à l'échelle d'une maison, d'une famille, un petit peu d'électricité. Et puis on a un paquet en bas qui fait également un bon tiers, dans lequel on va trouver toute une série de choses, dans lequel on va trouver le fuel switching, c'est le passage par exemple du gaz au charbon, le gaz étant bien moins émetteur de CO2 que le charbon, pour la production d'électricité par exemple, et puis n'émettant pas ou très peu de polluants locaux. Encore une fois, je vous renvoie par exemple aux photos de New Delhi ces 15 derniers jours. Vous allez trouver du nucléaire aux endroits où il y a une acceptabilité pour le nucléaire, et puis des choses plus étranges en bas. CCUS, ça consiste par exemple à capturer du CO2, à le mettre sous terre, à verrouiller tout ça de telle manière finalement, parce que le problème
de l'usage, par exemple, du charbon ou du fioul, c'est pas uniquement procède évidemment de la combustion du charbon, mais des résultats de cette combustion, et dès lors que ça part dans l'atmosphère, ça provoque mécaniquement l'effet de serre. Mais si on parvient à trouver des dispositifs pour mettre tout ça sous terre, eh bien peut-être qu'on a là une partie de la solution. Alors, on sait le faire techniquement, c'est très coûteux, et c'est un des rêves de Donald Trump. Sauf que pour mettre tout ça en œuvre, il faut un prix du CO2 assez élevé, comme Donald Trump, à ma connaissance, n'a pas encore tweeté en faveur du prix du CO2. Voilà, il manque des briques. Voilà, mais bon, donc tout ça, ce qui est intéressant, c'est d'observer que tout ça, ça suppose de mobiliser finalement des technologies qu'on maîtrise techniquement. Il n'y a pas de technologie du 22e millénaire ou de technologie d'après 2050. Il n'y a pas de science-fiction. Alors l'autre bonne nouvelle... Allez, je vais vous dire les choses, c'est un peu échauffé, très rapidement et sous la contrainte du temps que je m'efforce de maîtriser. Sauver le monde, ça ne coûte pas beaucoup plus cher que de ne pas sauver le monde. Ça, c'est une nouvelle. Il y a beaucoup de modélisations qui aboutissent également à ce type de conclusion. Vous allez comprendre. Le scénario qui est là en rouge, donc tout ça, c'est l'ensemble des investissements entre 2015 et 2030 qui sont susceptibles d'avoir un effet sur l'histoire qu'on se raconte ce soir, c'est-à-dire sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc évidemment, c'est dans le système énergétique, mais pas uniquement. Si vous investissez dans une route, dans une autoroute, etc., eh bien vous avez potentiellement, au-devant de vous et pour un bon siècle, des émissions de CO2 qui sont inscrites dans cette infrastructure, et puis idem en fonction de l'investissement que vous faites dans tout type d'infrastructure, dans le bâtiment, etc., si vous construisez des villes plutôt compactes ou resserrées. Voilà. Donc, gardons à l'esprit que prolonger les politiques actuelles, c'est-à-dire ne pas mettre en œuvre l'accord de Paris, nous dit ce travail qui a été conduit notamment sous l'égide de l'ONU, eh bien, ça, mandaté par l'ONU, ça coûte à peu près 89 $. Alors attention, il y a un détail, ce sont des trillions de dollars, donc des milliers de milliards de dollars, laissons-les de côté, retenons, c'est l'ordre de grandeur qui est important, retenons 89. Et puis regardons à droite le scénario dit low carbone, donc c'est un scénario qui est compatible avec l'accord de Paris, voilà, qui nous conduit quelque part à la fin du siècle. C'est l'effort à faire entre maintenant et 2030 pour garder l'espoir d'être à 2 degrés à la fin du siècle. Eh bien, ça coûte 93. Donc on est vraiment dans l'épaisseur du trait. On est dans l'épaisseur du trait, donc c'est à la fois, ça peut nous galvaniser, finalement, sauver le monde ne suppose pas de faire ce qu'ont fait les générations d'après-guerre et de mettre en œuvre une économie de guerre et des plans Marshall et des choses aussi extraordinaires. C'est pas beaucoup plus coûteux. C'est pas beaucoup plus coûteux. Alors on est interloqué parce qu'on se demande finalement si c'est pas beaucoup plus coûteux, pourquoi est-ce qu'on sauve pas le monde? Et de fait, on a une inertie dans le système et cette inertie, elle s'explique par une série de raisons vers lesquelles on va aller à partir de maintenant. Alors, ces raisons, j'ai essayé d'en lister un certain nombre. La première, qui est peut-être la plus évidente, c'est que finalement, des ressources fossiles, il y en a beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, on est passé d'une situation où il y avait une menace qui était la menace de l'horizon assez court, de la fin du pétrole, du gaz, etc. Et les géologues nous disent, ce qui est important, c'est la surface enveloppe, nous disent par exemple qu'il resterait de l'ordre de 3 millénaires de charbon. Les géologues sont des gens sérieux, beaucoup plus sérieux que les économistes, donc on peut leur faire confiance. Mais même si les géologues se trompaient d'un facteur 2, même s'il ne restait que 1500 ans de charbon, évidemment, de toute façon, ce serait beaucoup trop par rapport à la contrainte carbone. Du carbone, il y en a beaucoup. Beaucoup trop. Et il y en a partout. Et il y en a partout. Ici, vous avez la carte du monde du pétrole et du gaz non conventionnel. Et donc, il y a un petit pays qui est au milieu, là, qui est très bizarre, qui était censé ne pas avoir de pétrole, avoir beaucoup d'idées, certes, mais ne pas avoir de pétrole. Eh bien, ce pays a du pétrole et donc des ressources et des ressources fossiles. On en trouve partout. Donc, évidemment, il y a beaucoup de ce dont on doit se passer et qui aujourd'hui constitue un capital économique. L'autre facteur qui crée de la complexité, alors c'est illisible, mais c'est fait pour être illisible, ne vous en étonnez pas. Ici, vous avez le portefeuille le plus extensif des technologies destinées à sauver le monde, des technologies de substitution.
Donc vous avez de l'éolien onshore, vous avez du solaire photovoltaïque, on en a parlé, vous avez de l'hydrogène, vous avez des biofuels, de la capture et substitution de carbone, etc. Et toute la difficulté, c'est qu'on a, dans l'état actuel des choses, finalement, on a de fait trop de solutions. En tout cas, on a un portefeuille de solutions qu'il faut parvenir à sélectionner. Et usuellement, dans le passé, la sélection se faisait par le marché. On s'est mis à utiliser du pétrole parce qu'on a trouvé de nouveaux usages au pétrole et que ça permettait de faire des choses que le charbon ne permettait pas de faire, etc. La question qui se pose, c'est de parvenir à sélectionner ces technologies, puis que ces technologies, elles fassent système. L'autre difficulté, c'est qu'il s'agit de réinventer pas simplement des systèmes énergétiques, parce que finalement, sinon on pourrait confier ça à des ingénieurs, ou lorsque la France a développé son programme électronucléaire dans les années 70, on n'a pas convoqué tous les citoyens pour un grand débat, etc. Les ingénieurs et la technostructure s'en sont occupés. Mais là, c'est plus compliqué parce qu'il s'agit d'agir dans des temps très limités, puis il s'agit de transformer des sociétés, notamment ces cités nouvelles qui sont en train d'émerger de par le monde, de telle manière à éviter à ce qu'elles ressemblent aux photos qui se trouvent accrochées en haut. Vous allez comprendre. Ici, vous avez deux villes. On a Barcelone et on a Atlanta. Donc un match Europe et États-Unis. Et l'intérêt de comparer ces deux villes, c'est que ces deux villes ont à peu près 5 millions d'habitants. À Barcelone, l'ensemble du système de transport s'étend sur à peu près 160 km². Atlanta est étendu sur plus de 4000 km². Et donc évidemment, lorsque vous regardez simplement les émissions de CO2 qui sont liées au transport, on n'est pas très surpris de constater que chaque habitant d'Atlanta émet à peu près 10 tonnes, émet 10 fois plus que chaque habitant de Barcelone pour ces transports. Et donc un des défis, c'est de parvenir à organiser un certain nombre de métropoles de telle manière à ce qu'elles soient plus sur le modèle de Barcelone que sur le modèle d'Atlanta. Et on voit bien qu'on aura du mal à faire entrer Atlanta dans le périmètre de Barcelone. Donc ça va prendre du temps. Évidemment, c'est coûteux, c'est complexe. Et dès lors qu'on touche à l'habitat, au système de transport, évidemment, il faut embarquer les populations qui sont avec, et ça ne se fait pas sans elles. Faire la transition, mais ça, me semble-t-il, on l'a bien compris, ça n'est pas uniquement un défi pour les ingénieurs. Voilà, il faut inventer également des marchés du carbone, il faut inventer des dispositifs techniques et réglementaires qui sont cohérents avec cette transition. Autre défi au-devant de nous, un défi de géopolitique. Ici, vous avez, entre le début de la décennie actuelle et 2035, les trajectoires par grande zone du monde en termes d'importation du pétrole et du gaz. Et on observe des choses qui ne sont pas très surprenantes. Les Européens vont dépendre de plus en plus de leurs importations de pétrole et de gaz. Les Chinois et les Indiens également. Et toutes ces évolutions sont des évolutions qui sont à peu près dans l'ordre des choses. À l'exception d'une seule, les États-Unis, avec pétrole et gaz de schiste, vont totalement dans l'autre sens. Et sont de fait aujourd'hui le premier producteur de pétrole au monde, avec 13 millions de barils par jour, devant la Russie, devant l'Arabie saoudite. Donc, je suis incapable de vous dire vers quelle géopolitique ouvre ce monde nouveau, parce que l'histoire devait être totalement différente, et en fait, les États-Unis avaient vocation, dans les années 2000, à devenir de plus en plus dépendants en pétrole et en gaz, et d'ailleurs, des infrastructures très coûteuses avaient été développées pour importer, par exemple, du gaz russe. Alors qu'aujourd'hui, les États-Unis sont concurrents des Russes pour leurs exportations de gaz. Donc de fait, le seul élément que je peux partager avec vous, c'est que le monde géopolitique vers lequel nous allons est un monde qui est différent parce que les Américains sont différents dans ce monde. L'autre élément, mais qui est une histoire qui est assez consonante avec ce qui vient d'être évoqué, c'est que on va vers un monde dans lequel, si on se met à créer de la richesse en émettant de moins en moins de CO2, eh bien, on va se retrouver avec potentiellement des pays qui ont développé une expertise, qui auront des brevets. Par exemple, c'est la représentation qui est ici sur l'axe horizontal. Plus vous êtes vers la droite, plus vous pesez dans les brevets vers les brevets bas carbone. Et plus vous êtes en haut, plus vous importez. Et plus vous êtes en bas, plus vous exportez. Et donc, par rapport à ça, eh bien, on observe que potentiellement, il y a en bas beaucoup de perdants. Ce n'est pas très compliqué de les identifier là, les Russes, les Saoudiens, qui économiquement dépendent très très largement de leurs exportations. Et puis en haut, vous avez un panorama un peu plus bigarré avec des Chinois
qui ont beaucoup investi dans ces technologies. Et alors le fait qu'il y ait des gagnants et des perdants, potentiellement, ça n'est pas une grande surprise, évidemment. Ce qui est une inconnue, c'est la géopolitique de ces questions. Si le modèle économique de la Russie devait s'effondrer, ce qui est une hypothèse qui n'est pas invraisemblable, si on devait aller encore une fois vers un monde dans lequel on crée ce monde nouveau en termes de création de richesse, quelle serait la position des Russes dans cet environnement? Qui peut le dire? En tout cas, c'est un point évidemment de vigilance. Pour conclure, il est bien trop tôt pour désespérer. Les conditions sont encore réunies pour, avec des technologies qui sont des technologies qu'on peut maîtriser, pour mettre en œuvre l'accord de Paris. Il manque des formes de coopération internationale, évidemment, et de ce point de vue, j'allais dire, on a la gueule de bois, je ne vais pas le dire, parce que dans cette enceinte, évidemment, on ne dit pas des choses de cet ordre, mais en tout cas, l'atmosphère de coopération internationale, elle semblait plus réunie ou à portée de la main au sortir de la COP21. J'en ai fini un peu plus longuement que ce qui était prévu, et très heureux de pouvoir répondre à vos questions à partir de maintenant.